Hop. Eh bien, bonjour à tous et merci à tous les présents parce que voilà, on est quand même nombreux et on peut avoir une bonne séance d'échange. Euh, voilà, donc merci d'abord, moi je dirais à nos partenaires qui contribuent à ce webinaire aujourd'hui. Je pense à Terragir à travers la participation, la contribution de Nathalie Belbossan, qui est responsable du pôle tourisme durable au sein de Terragir et en particulier qui gère ce label Clé verte. Je ne sais pas si je dis bien les choses, mais tu vas nous préciser, Nathalie. Je remercie Aérotourisme d'être présent à nos côtés, car Aérotourisme a une action bien particulière et très dynamique en faveur du déploiement de ce label. Et comme vous le savez, si le CRT est plutôt axé sur le soutien au déploiement des labels de destination, ça se fait forcément en complémentarité, en cohérence avec les actions de nos partenaires territoriaux, sinon ça n'aurait aucun sens. Et donc, on tenait à faire connaître les actions d'Aérotourisme dans ce domaine parce qu'elles amènent à de beaux résultats, dont on nous parlera tout à l'heure. Et puis, je remercie beaucoup M. Massard qui vient représenter les sociopros, c'est-à-dire les entreprises, dans ce webinaire et qui va nous parler de son expérience, de son vécu, qui va témoigner sur la labellisation, son parcours de labellisation Sainte-Clé Verte pour le camping, qui est le sien. Et puis, Monsieur Massard, vous allez nous dire un peu voilà, les bénéfices que vous en avez tirés et ce que vous prévoyez à l'avenir par rapport à ça. Très rapidement, je vais vous prendre très peu de minutes, mais pour vous dire qu'aujourd'hui, on est à l'automne 2021 dans une situation où nous avons un constat sur une conjoncture d'été qui a été plutôt favorable à l'Occitanie. Elle a été plutôt favorable et puis on vient d'avoir des retours aussi sur le mois de septembre qui a été un plutôt bon mois de septembre, en tout cas bien meilleur que 2020. Mais globalement, sur l'été 2021, ce qu'on a pu constater, c'est que l'Occitanie a conforté une position de destination d'été et de destination notamment pour la clientèle nationale et de proximité très importante. Tout d'abord, globalement, il faut dire quand même, et ça je tiens à le partager avec vous parce que ça fait partie quand même des postulats de nos travaux, c'est qu'on a constaté sans doute une hausse de 11% des nuitées touristiques pendant l'été 2021 par rapport à l'été 2019, donc avant la crise du Covid. Alors, c'était un peu l'objectif de nombre de régions d'essayer de revenir au niveau de 2019. Hein, c'était le défi pour l'été 2021. Ce défi il a été largement dépassé en Occitanie, avec à prendre toutefois une certaine réserve par rapport au terme, c'est 11% plus 11% de nuitées touristiques. La fréquentation, c'est une chose, la consommation en est une. Voilà. Mais c'est déjà quand même un signe très encourageant et très positif. Nous avons éventuellement un petit constat de rééquilibrage au profit du littoral, une embellie de certaines métropoles. Alors embellie, je prendrai le terme avec mesure, parce qu'effectivement, les métropoles avaient beaucoup souffert en 2020. Donc là, on a une petite remontée. On a encore quand même des souffrances, hein, je dirais, sur Toulouse et Lourdes, il faut le reconnaître. Mais en tout cas, voilà. Alors qu'en 2020, c'était quand même la campagne et la montagne qui avaient bien tiré la épingle du jeu. Et puis, on a une augmentation de la clientèle française qui continue, qui perdure, et ça, c'est un beau challenge qu'on s'était donné, et un retour progressif de clientèles étrangères, on va dire plutôt de clientèles globalement un peu plus de proximité européenne et puis certaines clientèles américaines. Et enfin, sur les hébergements et les hébergements marchands, ce qu'on peut constater globalement, hein, très rapidement, c'est qu'on a de belles performances en hébergement locatif et en hôtellerie plein air. Voilà. Donc, tout ça nous dessine quoi? Nous dessine à la fois un nouveau positionnement stratégique peut-être au niveau régional, orienté sur la clientèle de proximité, la clientèle nationale. Ça nous donne des perspectives positives sur des capacités de développement hein, d'activité. Et puis, si on rentre un peu plus dans le détail, on verrait qu'on a capacité à travailler à travers les 4 univers de destination globalement et à reprendre nos objectifs de désaisonnalisation. Donc ça, c'était un petit point rapide pour vous dire qu'aujourd'hui, ce qu'on vous propose à travers ce webinaire, c'est ce qu'on poursuit comme objectif, c'est de permettre à tous les organismes gestionnaires de la destination, donc les offices de tourisme, les ADT, les parcs, d'avoir les clés en main pour accompagner les prestataires d'hébergement marchands et de restauration à la labellisation clé verte. Donc ça, c'est nous, on est là en soutien
on est dans un rôle d'accompagnateur et de facilitation, et on va mettre plutôt, je dirais, sur la tribune aujourd'hui ceux qui font. Voilà. Notre objectif, que j'espère partager, c'est de développer la qualification et l'éco-responsabilité des destinations infra d'Occitanie, parce que c'est en massifiant notre engagement, nos engagements, qu'on arrivera à avoir une belle mise en visibilité de l'Occitanie comme une destination éco-responsable. Globalement, le programme de notre séminaire, c'est d'une part une présentation du label Clé verte par Terragir. Donc là, j'ai passé la parole à Nathalie Belbossan. Deuxièmement, un très bel exemple de dispositif d'accompagnement départemental. Et là, je passerai la parole à Caroline Rama-Leclan, qui a accepté pour nous de décrire et de nous expliquer ce dispositif qui n'existe pas forcément de façon aussi modélisée à travers tous les départements. Voilà, donc, mais peut-être que ça peut donner de bonnes idées et puis voilà, inspirer. Et enfin, ce retour d'expérience d'un établissement labellisé, ce qui est pour nous très, très important, c'est d'écouter ce que va nous dire le représentant du camping Les Cerisiers du Jord, dans l'Hérault également, pour avoir ce témoignage sur le vécu d'un tel parcours. Voilà, et de ses retombées. Donc, je vous passe la parole. Et merci à vous. C'est à Nathalie. Merci Sophie. Je ne savais pas si Marion faisait l'animatrice entre les étapes ou pas. Donc je prends la parole. Eh ben, j'en profite du coup pour remercier le CRTL Occitanie pour cette invitation à présenter le label Clé verte et pour remercier aussi Caroline Rama-Leclan et Damien Massard de venir témoigner de l'expérience. Je sais que c'est important d'entendre les gens parler de l'expérience qu'ils ont sur le terrain et de comment ça se passe au-delà de la présentation que moi je pourrais faire des grands principes de fonctionnement du label. Donc, je vais partager mon écran. Si une personne peut juste me confirmer que tout est bien visible, je crois que ça l'est. Comme ça, je saurai que je peux dérouler la présentation. Est-ce que c'est bon? C'est parfait? Oui, c'est bon. Très bien. Bon, bah écoutez, donc, avec le label Clé verte, voilà, on vous propose de faire le choix du tourisme durable. Alors, je vais d'abord vous présenter un petit peu qui on est, parce que je pense que c'est important pour tout le monde de savoir avec qui on travaille. Ensuite, comment est-ce qu'on est candidat au label Clé verte, comment le label fonctionne. Et enfin, pourquoi en fait les établissements s'engagent aujourd'hui, qu'est-ce que nous, on a comme remontée du terrain sur les motivations de l'engagement de la part des établissements. Il y a un temps de questions-réponses qui est prévu à la fin, donc n'hésitez pas à toutes les noter ou au fur et à mesure dans le Q&R si vous souhaitez, ou bien juste les noter et me les poser ensuite, je serai ravie d'y répondre. Alors, qui sommes-nous, Clé verte? Alors aujourd'hui, Clé verte, c'est le premier label de tourisme durable pour les hébergements touristiques et les restaurants à l'international, puisqu'on est présent dans plus de 60 pays sur plus de 3000 établissements sous l'appellation Green Key le plus souvent et Clé verte également dans les pays francophones. En France également, on a 714 établissements qui sont lauréats en 2021 en comptant la France métropolitaine et l'outre-mer. Alors, Clé verte, ça a été créé en 1994 au Danemark et on a été le premier pays, la France, à le reprendre. En 1998, on a commencé par les campings avec le soutien de la FNHPA pour se lancer. Et donc, on a des campings aujourd'hui, 5 exactement en France, qui sont labellisés depuis le début. Chaque année, c'est vraiment nos campings modèles et c'est vraiment plaisir de les avoir encore dans le réseau. Alors, le label Clé verte Green Key, il est déployé par le réseau FI. Alors, derrière cet acronyme, en fait, on parle des fondations pour l'éducation à l'environnement. C'est un réseau qui est présent dans 77 pays. Et en France, il est représenté par l'association pour laquelle je travaille, c'est l'association Terragir, qui est reconnue d'intérêt général et qui déploie des programmes d'action en faveur de la transition écologique. Nous, notre objectif, c'est d'identifier des actions qui fonctionnent, de les organiser en tant que programme et ensuite de déployer ces programmes. On est vraiment dans l'accompagnement à la transition écologique. On le fait dans 2 grands domaines. Le domaine de l'éducation jeunesse, puisqu'on porte aussi les labels Éco-École, par exemple, ou la Journée internationale des forêts ou Jeunes reporters pour l'environnement. Et dans le domaine du tourisme, au sein du pôle dont je m'occupe, on a le label Clé verte, mais également le label Pavillon bleu, Blue Flag, pour les plages et les ports de plaisance durables. Le label Clé verte Green Key, il a 2 reconnaissances qui sont importantes. La première, au niveau international, c'est une reconnaissance par le GSTC. Le GSTC, c'est le Conseil mondial du tourisme durable. Derrière l'acronyme, en fait, c'est Global Sustainable Tourism Council.
Et en fait, chaque fois que les critères de Green Key évoluent, on fait reconnaître nos nouveaux critères par le GSTC. Systématiquement, le GSTC regroupe tous les principaux labels au monde quasiment. Et en France, on est reconnu par l'ADEME qui a fait une étude sur les labels environnementaux sérieux et robustes. Et donc, si vous tapez ADEME, labels environnementaux, sans label, vous tomberez sur la page qui présente les résultats de cette étude. Donc, il n'y a pas que les hébergements touristiques, il y a tout un tas de produits qui ont été étudiés. C'est très intéressant comme étude et du coup, on est reconnu dans ce cadre. Au niveau international, on est en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour l'environnement et avec l'Organisation mondiale du tourisme. Et donc, sur la petite carte que je vous ai mise, vous voyez le déploiement de Clever Green Key aujourd'hui dans le monde. On vient de l'Europe, donc sans surprise, on est très fort en Europe et au fur et à mesure, là, on est en train de s'étendre dans d'autres pays. On le fait progressivement et avec sérieux surtout. On attend d'avoir toujours des bonnes équipes de déploiement avant de se lancer. Alors, on travaille dans une approche qui est résolument collaborative. En fait, c'est quelque chose dans lequel on croit profondément. Ce n'est pas juste parce que c'est le 17e objectif des 17 objectifs de développement durable de l'ONU. C'est parce qu'en fait, nous, on constate sur le terrain que toutes les choses fonctionnent mieux quand on travaille en collaboration avec les acteurs professionnels, avec les acteurs territoriaux qui font partie de notre secteur d'activité. Donc, je vous ai mis les logos des acteurs du territoire qui sont aujourd'hui en partenariat avec Clévert. Donc, il y a Aérotourisme qui prendra la parole tout à l'heure. Dans votre région, il y a également Haute-Garonne Tourisme depuis cette année. Aérotourisme, ça fait bien plus longtemps. On a également deux OT, l'Office de tourisme Tour-Loire-Vallée et l'Office de tourisme et des congrès de Marseille. On a Vendée Expansion, on a Jura Tourisme comme ADT, et ensuite on collabore avec les 4 CCI d'outre-mer, mais avec un statut un petit peu particulier parce qu'on leur délègue les visites d'audit, parce qu'il ne serait pas cohérent qu'on envoie nous des auditeurs faire 10 000 km d'avion pour aller auditer un établissement. On a un travail en collaboration avec un certain nombre de fédérations professionnelles parce qu'en fait, le jury du label Clévert, c'est un jury indépendant. Et ces fédérations siègent à notre jury. Ce sont les membres du jury qui accordent la labellisation Clévert. Donc, on va retrouver pour l'hôtellerie plein air, la FNHPA, la FFCC et l'UNAPAREL qui seront présents au jury. Pour l'hôtellerie et la restauration, on a l'UNI et le GNI. On a également le SNRT pour les résidences de tourisme, l'UNAT pour le secteur du voyage social et des villages vacances, la FUH pour les auberges de jeunesse, Clé Vacances pour qui représentent les gîtes et chambres d'hôtes. On a ATD qui sont donc les acteurs du tourisme durable. En termes d'institutions, on a la CCI France et Atout France qui siègent au jury et c'est Atout France qui accueillera le jury dans une dizaine de jours. Et ensuite, on a le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères qui est représenté pour la mission tourisme et le ministère de la Transition écologique également. Enfin, on travaille aussi avec des chaînes et des groupes qui sont engagés dans la labellisation. Alors, cet engagement, ça ne veut pas dire qu'ils ont des facilités pour obtenir le label par rapport à d'autres, quoi que ce soit de ce type. Ça veut juste dire qu'en fait, nous, on est en contact avec des personnes qui travaillent au siège de ces chaînes et de ces groupes, souvent des responsables RSE, qu'on sait où ils veulent aller, qu'on les aide dans certaines étapes, par exemple remplacer tous les éco-gestes, définir une nouvelle politique d'achat sur les produits d'entretien. Et donc, ça permet en fait qu'après, quand les établissements de ces réseaux s'engagent, leur engagement est facilité parce qu'il y a des choses qui déjà ont été mises en place, on va dire, de façon assez carrée au niveau des sièges. Alors, la clé verte s'engage vraiment pour les objectifs de développement durable. Je les ai mentionnés rapidement tout à l'heure. En fait, nous, notre conviction, c'est que ce cadre global onusien, c'est vraiment un cadre qui est extrêmement intéressant parce qu'il acte complètement de l'interdépendance des mondes économiques, environnementaux et sociaux. Ce qui nous paraît important aujourd'hui, donc nous, on s'est évalué en fait par rapport à ces 17 objectifs de développement durable pour voir notre contribution sur les différentes thématiques. On n'aura jamais vocation à remplir le diagramme partout parce qu'on a quand même un prisme environnemental à l'origine. En revanche, se mettre dans ce cadre, ça fait vraiment avancer la réflexion dans la mesure où chaque fois qu'on va envisager un nouveau critère, on va aussi systématiquement s'assurer qu'il ne nuit pas à un des autres objectifs de développement durable. Et on est bien dans ce prisme de ces 3 piliers qui sont systématiquement pris en compte. Alors, le palmarès Clé verte, en France aujourd'hui et en métropole, en France métropolitaine et outre-mer, on a donc 714 établissements qui sont lauréats. Donc, vous voyez la répartition. L'Occitanie, c'est la 2e région.
Il est fort possible que ça devienne la première à l'issue de cette année. On va voir comment ça se passe dans le jury dans une dizaine de jours. Donc, la concurrente numéro un pour vous, c'est l'Auvergne-Rhône-Alpes. Historiquement, ça fait très, très longtemps que l'Auvergne-Rhône-Alpes est devant, avec notamment le Puy-de-Dôme et Savoie-Haute-Savoie qui poussent très fort sur ces thématiques. On a donc ces 714 lauréats qui représentent, on va dire, sur des années hors Covid, 25 millions de nuitées touristiques. Donc, c'est déjà conséquent. On parle de 25 millions de nuitées à moindre impact sur le tourisme. Et donc, en 2021, on a eu le bonheur de recevoir 225 nouvelles candidatures au label. C'est vraiment important parce que certains auraient pu penser que la crise Covid allait marquer un coup d'arrêt. Et en fait, nous, on a constaté tout le contraire. On a eu 225 nouveaux candidats en 2021. On en avait eu 140 nouveaux en 2020, 104 nouveaux l'année d'avant. Donc, nous, on est plutôt dans une phase vraiment ascendante où, justement, dans ce contexte de crise, les établissements se sont dit sur quoi je veux travailler, comment est-ce que je veux redémarrer l'activité, comment est-ce que je veux me repositionner aussi dans le futur. Et donc, on a accueilli avec beaucoup de satisfaction ces nouvelles candidatures qu'on accompagne aujourd'hui. En termes de type d'établissement, donc 227 campings. Donc, historiquement, on a commencé par les campings. Ce n'est pas une surprise. Je pense qu'il risque d'être rattrapé par les hôtels cette année, puisqu'on a eu énormément de nouvelles candidatures hôtels. Mais à l'heure où je vous parle, pour l'instant, on est sur le palmarès 2021 et donc ce sont 190 hôtels. On a un engagement croissant également des résidences de tourisme. Ensuite, on a un pôle de gîtes et de meublés et de chambres d'hôtes qu'on appelle nos petits établissements, qui représentent ensemble un peu plus de 100 établissements. Au niveau de l'hébergement plus social, on a 35 auberges de jeunesse et 24 villages de vacances qui sont engagés aujourd'hui. Notre partenariat avec l'UNAT est très récent. On l'a signé juste avant le premier confinement. Et donc, voilà, on voit aussi là en termes de candidature que ça progresse. Et donc, 8 restaurants. Alors, les restaurants, c'est vraiment à la marge aujourd'hui. En fait, ce n'est pas une catégorie qu'on a poussée. C'est-à-dire qu'on a une grille, on a un référentiel pour les restaurants. Les restaurants candidates, on les accompagne avec grand plaisir. Mais on voulait retravailler cette grille avant de pousser un peu la communication sur cette cible. Et ce sera le cas à partir de janvier 2022. On a une grille qui a été revue, une grille de critères et qui nous semble plus pertinente aujourd'hui. Donc, je pense qu'on communiquera un peu plus aussi en fonction du nombre d'engagements qu'on a sur les hébergements, parce qu'il faudra bien qu'on calibre l'équipe. Je fais un petit zoom sur le palmarès Occitanie. Donc aujourd'hui, en Occitanie, vous voyez que le premier département, c'est l'Hérault, grâce à ce beau partenariat qu'on a aujourd'hui avec 34 établissements qui sont labellisés en Hérault. Vient ensuite la Haute-Garonne, qui est quasiment au même niveau. Ah non, pardon, le Gard. Et puis la Haute-Garonne, l'Aude et les Pyrénées-Orientales qui sont quasiment au même niveau. On a toute typologie d'établissements qui sont représentés. C'est intéressant aussi. Alors après, on a clairement les campings qui sont le premier pôle de labellisés. Je vous ai mis quelques petites photos, juste pour égayer la présentation. Alors, comment candidater? Venons-y. Alors, la démarche de labellisation Clé Verte, déjà, ce qui est important de savoir, c'est que donc on a ce socle international Green Key de critères. C'est le socle minimum que tout le monde respecte dans tous les pays. Après, nous, au niveau de chaque pays, on a le droit d'adapter un petit peu le référentiel, mais jamais d'être moins disant par rapport à Green Key. S'il y a des critères que vous ne trouvez pas en France par rapport aux critères de Green Key, c'est tout simplement parce qu'ils sont dans la loi française. Donc, on a demandé à Green Key de les enlever pour ne pas embêter les établissements pour rien. En revanche, on a pu renforcer certains critères parce qu'on a pu prouver à Green Key, par exemple, que le marché français était beaucoup plus avancé sur ces questions-là. Et donc, on va un peu plus loin sur un certain nombre de critères que ce qui est demandé aujourd'hui à l'international. On a des grilles de critères, donc des référentiels qui sont adaptés aux différents types d'établissements. Le référentiel camping, ce n'est pas le même que le référentiel hôtel, auberge de jeunesse. Ce sont les mêmes à 80%. Mais parce qu'en fait, c'est très important pour nous que nos grilles de critères soient opérationnelles et qu'elles soient en phase avec l'activité des établissements. Dans chaque grille, il y a à peu près 120 critères, la moitié d'impératifs, la moitié de conseillers. Impératif, c'est simple, c'est ce qu'il faut avoir mis en place pour obtenir le label Clé Verte. Les conseillers, c'est parce qu'en fait, c'est important pour nous que les établissements entrent en démarche de progrès continu. Donc, une fois qu'on est labellisé Clé Verte, les critères conseillés permettent de s'inspirer pour avancer au fur et à mesure. Aujourd'hui, la plupart des labellisés ont entre 50 et 70% de critères conseillés qui sont satisfaits. Donc, c'est vraiment un fort engagement de ceux qui sont labellisés depuis plusieurs années. On couvre 7 grandes thématiques. Donc, la politique environnementale, ici, on va parler notamment de charte environnementale, de formation des employés, de politique RSE en lien avec le territoire. On a une thématique sur la sensibilisation de la clientèle parce qu'elle est forcément partie prenante. On a une thématique sur les achats responsables. On va s'intéresser énormément aux achats de produits d'entretien et aux achats qui concernent l'alimentation avec des produits bio, locaux, de saison à privilégier.
On a une thématique sur le cadre de vie extérieur de l'établissement et la gestion de ces espaces. Et ensuite, on a 3 pôles qu'on appelle assez techniques. Un sur la gestion de l'énergie avec plus de 27 critères sur la façon dont l'énergie est gérée dans l'établissement. La gestion de l'eau, le but, c'est comme pour l'énergie, de réduire la consommation, mais là, c'est également aussi d'éviter la pollution de la ressource en eau. Et ensuite, on a un pôle sur la gestion des déchets où on va s'intéresser à 2 choses. D'abord, qu'en amont, le volume de déchets produits par l'établissement soit réduit et ensuite qu'en aval, le tri et la collecte se fassent correctement, avec une bonne gestion des volumes, notamment pendant la saison estivale. Le label Clé verte aujourd'hui, alors au-delà du fait qu'il est vraiment opérationnel, ce qui pour nous est déjà le premier prisme de différenciation de ce label, le second, c'est qu'on porte une attention forte à l'accompagnement des nouveaux porteurs de projets. Alors pour ça, on a plusieurs axes. Le premier, c'est qu'on a des chargés de mission clés vertes qui peuvent répondre aux questions en amont de la candidature, mais qui aussi accompagnent systématiquement les établissements une fois qu'ils sont candidats pour lever les derniers critères impératifs manquants. Et dans les territoires où on a des partenariats ou avec les chaînes et les réseaux, on peut mettre en place des ateliers de préparation des candidatures. Ensuite, les auditeurs clés vertes, ce sont des auditeurs et auditrices conseils. Pour nous, c'est vraiment important. L'audit, il intervient au cours de la démarche. Ce n'est pas un audit sanction en fin de démarche. Au moment où l'auditeur passe dans l'établissement, il observe de façon objective si les critères sont satisfaits ou non, mais pour des critères non satisfaits, il va expliquer ce qu'il faut faire pour réussir à satisfaire le critère et ensuite il va produire un rapport d'audit qui est étayé. On a également, pour les établissements qui le souhaitent, mais ce n'est pas obligatoire, un réseau de consultants qualifiés clés vertes qui peuvent accompagner de façon renforcée l'établissement. C'est très intéressant, mais ce n'est pas obligatoire. La plupart des établissements réussissent à mettre en place la démarche clé verte sans accompagnement complémentaire de consultants. Avec cette méthodologie, on a un taux de réussite qui est de 85 à 88% pour nos nouveaux candidats. Alors, voilà le calendrier du label Clé verte. On a un calendrier qui est annuel. Alors, c'est sûr, il peut paraître un peu rigide, mais bon, il fonctionne bien avec notre méthodologie d'accompagnement. Donc, en début d'année, en fait, on dépose le dossier de candidature. Donc, ce dossier, il peut être créé à tout moment, dès aujourd'hui, sur la plateforme professionnelle Clé verte, donc pro.lacléverte.org. Les établissements peuvent travailler, mais il faudra qu'ils déposent leur dossier entre le 15 janvier et le 15 avril s'ils souhaitent être candidats en 2022. Le dépôt de la candidature, ça acte le fait que l'établissement souhaite travailler pour être labellisé d'ici à la fin de l'année. Donc, en fait, il va recevoir la visite d'un auditeur conseil. À l'issue de cette visite de l'auditeur conseil, une chargée de mission ou un chargé de mission au sein de l'équipe va l'accompagner jusque fin septembre pour qu'il finalise la réponse aux critères impératifs. Fin octobre, mi-novembre, c'est le jury. Donc là, c'est dans 10 jours. Ensuite, il y a une période de recours qui permet de lever peut-être des doutes, des choses qui auraient été mal comprises. Puis ensuite, on est labellisé pour 1 an. Alors, on reçoit une visite d'audit l'année où on est candidat, la première année où on est lauréat, puis tous les 3 ans. Les années intermédiaires, on revalide en ligne son dossier parce que c'est toujours un acte volontaire d'être lauréat clé verte. Et au moment où on revalide le dossier, on précise le plan d'action et les consommations en eau et en énergie. On a un taux de renouvellement qui est supérieur à 90% d'année en année. Cette année, il devrait même être de 93% pour ceux qui sont lauréats. On a des outils d'accompagnement sur la plateforme professionnelle. Donc, une rubrique Mes indicateurs, vous pouvez suivre vos consommations, les ramener aux nuitées. Et le but de cette rubrique d'ici 2-3 ans, c'est vraiment de la renforcer avec des benchmarks par rapport aux autres régions et par rapport aux autres établissements de la même typologie. On a des bonnes pratiques qui viennent d'être mises en ligne. La newsletter va partir demain, je pense, pour les annoncer. On a également un catalogue de solutions qu'on a créé pour faciliter en fait l'identification de fournisseurs et de prestataires qui permettent de répondre aux critères clés vertes. Donc, idem, il est dans la newsletter qui part demain, mais les fiches sont déjà accessibles sur la plateforme. Et en fait, on est en phase de refonte de notre charte graphique. Donc, au fur et à mesure, on va recharger un certain nombre de modèles d'éco-gestes mis en ligne avec notre nouvelle charte graphique. La tarification pour les hébergements et pour les restaurants, elle a 2 pôles, des frais de participation au label qui sont annuels et des frais d'audit. Alors, les frais de participation, ils sont clairement pensés pour être progressifs selon la taille de l'établissement. Nous, notre prisme, et c'est notre côté associatif, notre but, c'est que les gens s'engagent. Donc, nous, on a besoin d'être à l'équilibre d'un point de vue budgétaire. Donc, on conçoit notre grille de tarifs avec ce prisme-là. En toute franchise, on va faire une petite révision parce qu'avec la hausse du nombre de candidatures, si on veut accompagner de façon qualitative, là, on a besoin d'investir en ressources humaines. Donc, ce seront des nouveaux tarifs pour 2022, mais ils vont être sur cette même base, en fait, avec une petite évolution de ces tarifs-là. On a également des frais d'audit qui, eux, sont de 360 € les années où il y a un audit, donc celles que je vous ai citées tout à l'heure, qui vont peut-être effectivement aussi un tout petit peu augmenter pour l'année prochaine, sachant qu'on ne les avait pas augmentés depuis 3 ans. Alors, pourquoi s'engager? Je vais vous dire ce qui remonte de la plupart des établissements. Après,
chaque établissement ne le fait pas pour toutes ces raisons. Certains ont une raison plus qu'une autre pour le faire. Et vous avez sur le site Clévert une page qui s'appelle Parole de lauréat, où là, vous avez beaucoup plus de témoignages si ça vous intéresse. Et je trouve cette page très intéressante. Je vous la conseille hein, de voir les témoignages des lauréats. Alors, un des premiers points, c'est pour contribuer à la transition écologique, hein. L'idée, c'est de dire qu'aujourd'hui, on en voit ses effets concrètement. Je vous ai mis une petite infographie du Parisien sur les effets du réchauffement climatique et donc notamment au niveau du pourtour méditerranéen sur les risques de désertification ou d'assèchement des fleuves, notamment en Garonne, au niveau de la Garonne. L'idée, là, c'est de se dire qu'on contribue, hein, tout simplement, chacun fait sa part pour préserver le climat, la biodiversité. Contribuer à ça, c'est aussi préserver son territoire. Son territoire, c'est son lieu de vie, c'est aussi la destination touristique, hein, celle pour laquelle la clientèle vient aujourd'hui. Donc voilà, il y en a qui le font effectivement principalement pour cette raison au départ, mais pas que forcément. Alors, il y a aussi le prisme de la clientèle. Je vous ai mis deux statistiques qui sont des études de 2018 et 2019. Et là, en 2021, on a des nouvelles études que je vais pouvoir ajouter qui sont complètement dans la même tendance. En fait, si vous comparez ces deux chiffres, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en un an, entre 2018 et 2019, on est passé de 66% des Français qui jugeaient indispensable le tourisme responsable, donc on est dans le jugement, on n'est pas dans l'action, à 87%, donc plus 20 points de personnes qui affirment vouloir voyager de manière responsable. Les nouvelles études donnent les mêmes résultats hein, que ce deuxième chiffre à peu près. Donc, on a une progression forte en fait de l'intention. Après, tout le monde ne sait pas forcément comment le faire, hein. Mais en tout cas, le désir d'agir est beaucoup plus fort qu'auparavant. Et on a des témoignages aussi bien sur la clientèle loisir que sur la clientèle affaires. Quant au fait que c'est important de le faire pour des questions d'image, mais aussi pour des questions aussi d'attraction à la clientèle. Sur la clientèle affaires notamment, de plus en plus d'entreprises ont des politiques RSE. Dans le cadre de ces politiques RSE, elles veulent que leur séminaire soit durable. Et donc, pour ça, présenter un label pour le lieu d'accueil, c'est évidemment prouver cette durabilité. Ensuite, sur la partie économique, il y a aussi un enjeu qui est la diminution des charges d'exploitation. Préserver la ressource eau, diminuer ses consommations en énergie également, c'est aussi diminuer en fait ces factures qui sont liées directement à ces postes, les factures d'exploitation quotidiennes. Alors bien sûr, il y a des investissements au départ hein, à faire, mais il y a un certain nombre d'investissements sur lesquels les délais de retour sur investissement sont plus que raisonnables. Je vous ai mis un petit exemple sur l'eau aujourd'hui. Nous, on a un critère qui dit que le débit des douches, c'est 9 litres minutes au maximum. En moyenne en France, c'est 15 litres minutes. Donc, si on prend la durée moyenne d'une douche qui est de 9 minutes en France, on est déjà rien que sur la douche à 45 litres d'eau économisée par nuitée. Donc, ça va très vite en fait. Vous prenez votre nombre de nuitées. Après, peut-être que votre établissement est déjà en dessous de ces 15 litres minutes en moyenne, mais peut-être pas du tout en fait. C'est vraiment un pôle l'eau où très facilement on peut réduire la consommation. Ensuite, un pôle qui est important, c'est vraiment l'amélioration du cadre de travail. Alors déjà, si on est dans une démarche de labellisation sur un label de développement durable, pas forcément que le nôtre, c'est un beau projet fédérateur de RSE à mener avec ses équipes. On est dans un secteur où le recrutement est compliqué, il faut fidéliser des saisonniers, il y a beaucoup de jeunes collaborateurs et pour eux, c'est un sujet qui est vraiment important. Donc voilà, c'est un beau projet de RSE, on a beaucoup de témoignages là-dessus aujourd'hui. Ensuite, pour tout le personnel d'entretien, nous, on a des exigences assez claires hein, sur le fait que les produits d'entretien doivent être sains pour l'environnement, mais ça veut dire aussi sains pour la santé du personnel. Et donc, ce n'est pas négligeable hein, quand on manipule ces produits tous les jours de savoir qu'on va manipuler des produits qui sont à moindre impact. Ensuite, le dernier point, c'est bien évidemment la reconnaissance et la communication. Passer par un label qui est reconnu, ça permet d'avoir une reconnaissance externe de l'engagement de l'établissement, de prouver que ce qu'on fait n'est pas du greenwashing. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très important pour la clientèle. Il y a beaucoup de gens qui veulent consommer durable, mais qui ont vraiment peur de se faire avoir, tout simplement. C'est là que les reconnaissances externes sont vraiment importantes. Et ensuite, c'est un outil aussi de valorisation. Donc, un label comme Clévert a son site web, il y a le site Green Key. On a des réseaux sociaux actifs, des opérations de relations presse ou de communication. On avait fait la cérémonie en Hérault, notamment en 2020, juste avant le confinement. Et puis, on travaille beaucoup aussi sur la reconnaissance des labels par les grosses plateformes. C'est quelque chose qui est un travail de longue haleine, mais depuis quelques semaines, là, on voit clairement sur Booking les gestes éco-responsables apparaître. Donc, quand l'établissement est labellisé, que les Green Key c'est mentionné. Il y a la Google Initiative pour identifier les établissements durables, on en fait partie également. Donc voilà, c'est aussi ce travail de reconnaissance qui est important. Et après, bien évidemment, au-delà des grosses plateformes, on a à cœur de travailler avec toutes ces plateformes spécialisées dans le développement durable comme Vauvert, Vigo Greeners, voilà, qui ont vraiment comme prisme de promouvoir les établissements engagés.
Voilà, c'est ce que je voulais vous présenter. Je vous remercie pour votre écoute et je suis prête à répondre à vos différentes questions. Alors, du coup, je vais relever quelques questions et même aller en complément pour information sur le site internet, la plateforme du CRT. Donc, sur cette nouvelle plateforme, il y aura un critère, c'est-à-dire on a sélectionné un certain nombre de labels pour pouvoir que ce soit un critère de sélection en fait, d'hébergement. Et le label Clé verte fera partie de ces hébergements pour lesquels il y aura un critère qu'on pourra cocher. Donc, il y aura une session, une rubrique où il y aura tous les hébergements responsables. Pour du coup, par rapport aux questions, donc j'ai une question de Bettina Bauer qui souhaite savoir quels sont les frais pour les restaurateurs. Oui, alors toutes mes excuses, j'ai vu que le slide manquait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'ajouter dans la présentation que le CRTL pourra partager avec vous. On était sur des frais d'audit de 260 € et après des frais progressifs qui vont, il me semble, de 180 à 550 € sur les frais annuels de participation. Ok. Alors, juste, j'ai vu, pour ceux qui souhaitent poser des questions, c'est vrai que le plus simple parfois, c'est d'aller dans la petite case Q et R. Donc, on a des questions dans la conversation, pardon, mais aucune pour l'instant dans le Q et R. Donc, je vais les relever. N'hésitez pas, si vous pensez une question après à la poser, on y reviendra dessus, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai beaucoup de bonjours. Voilà, il y a Muriel Pellissier qui dit que pour 500 € pour un meublé de tourisme, ça lui semble beaucoup. Alors oui, effectivement, pour les meublés, les plus petits établissements, c'est toujours eux que c'est le plus difficile. Les années où il n'y a pas d'audit, c'est 130 €. Donc là, ça passe plus correctement. Ce qui est toujours compliqué, c'est les années avec audit. Nous, en fait, on a des auditeurs, un conseil qui se déplacent sur le terrain et on ne sait pas faire avec un audit à moins de 360 €. D'ailleurs, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de labels qui arrivent à le faire en dessous non plus, avec l'accompagnement qu'il y a derrière, malheureusement. Alors après, si vous avez la chance d'être dans un territoire qui accompagne, à la labellisation, ça permet de faire baisser ce coût. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de territoires qui le font aujourd'hui. C'est un enjeu. Après, nous, le label, il n'est pas subventionné au niveau public, même si on est une association. Et du coup, voilà, on doit travailler à l'équilibre du label. Donc, on ne sait pas comment faire autrement aujourd'hui. On aimerait bien que ce ne soit pas le cas, mais on ne sait pas faire moins, malheureusement. Alors, du coup, j'ai eu des questions dans la petite case de questions-réponses. Donc, Sabine Dariotor qui souhaite savoir si la déclaration d'intention en candidater est lourde. Alors, en fait, pour obtenir le label Clé verte, il faut satisfaire à 60 critères impératifs. Donc, quand vous déposez le dossier de candidature, vous êtes obligé d'aller sur cette page questionnaire environnemental et de répondre aux critères, dire si oui ou non ils sont satisfaits. Maintenant, au moment où le dossier est envoyé, ou plus tard mi-avril, on sait très bien que tout n'est pas satisfait. On sait très bien que vous n'avez pas encore toutes les pièces justificatives. En fait, c'est plus que vous savez que vous vous mettez dans ce projet. Au plus tard, fin septembre, il faut que tout soit bouclé. Donc, vous organisez aussi les ressources humaines pour. Et j'en parle parce que je sais que c'est important. Cette année, les recrutements ont été très, très compliqués. Et du coup, on a des établissements qui avaient vraiment la volonté d'avancer puis qui se sont retrouvés piégés parce que quand les gens sont épuisés, on ne peut pas leur demander de faire ça en plus. Donc, c'est important de se projeter en mode projet. Et de savoir qu'il y a un peu de travail, mais tout ne doit pas être finalisé mi-avril. D'ailleurs, c'est jamais le cas. En revanche, ce qu'il faut que vous regardiez, c'est si pour un établissement, s'il a des critères impératifs qui sont rédhibitoires. S'il y en a où on sait d'ores et déjà que c'est pas faisable avant 5 ou 6 ans, voilà, c'est là qu'il vaut mieux nous appeler et de voir si ça peut relever d'une dérogation de la part du jury ou pas, pour savoir si c'est intéressant ou pas de candidater. Très bien, merci. J'ai une question. Quel est l'investissement à prévoir en moyenne pour être labellisé en pourcentage de CA de Loustal-Pont-les-Bains? Alors, on est dans l'incapacité totale de communiquer une moyenne. Je vais vous expliquer pourquoi. Si un établissement n'a aucune fenêtre en double vitrage, l'investissement va être très conséquent. Mais en général, cet établissement, du coup, il ne candidate pas au label. Avant d'avoir pu aussi mener ça et de faire baisser ses consommations en énergie en remplaçant progressivement ses fenêtres en double vitrage, essayer de voir si dans le fonds tourisme durable, il n'y a pas des aides pour ça, ou dans le fonds de la transition des TPE-PME, la transition écologique, ces deux fonds sont portés par l'ADEME. Donc en fait, on n'a pas de moyenne parce qu'on ne sait pas d'où les établissements partent en fait au départ et nous, on ne leur demande pas de données sur leur chiffre d'affaires. On ne suit pas ces données-là économiques des établissements. Donc malheureusement, je ne pourrais pas vous répondre là-dessus. C'est plus
par type d'investissement, je peux vous dire que vraiment les investissements sur l'eau, les mousseurs, les débits d'eau, les robinets, les douches, les pommeaux, les douchettes, mais il ne faut pas hésiter parce que ça, c'est vraiment rentabilisé rapidement. Pareil sur tout ce qui est achat de produits d'hygiène, de passer à des distributeurs, voilà, ça c'est vraiment des transitions qui sont faciles. Et même sur vos achats alimentaires, prendre le temps de trouver des fournisseurs locaux, d'être dans une logique de circuit court, vous éliminez un ou deux intermédiaires et vous pouvez facilement passer à du bio. Voilà, c'est des projets en fait qu'on mène au fur et à mesure, mais j'ai pas de capacité à vous donner une donnée chiffrée moyenne pour cette question, malheureusement. Alors, j'ai Sabine Dariotor qui avait posé la question tout à l'heure, qui complète sa question. Alors, du coup, je ne sais plus quel était juste administratif ou des questions d'ores et déjà sur les critères. Alors, je lisais les autres questions, je n'arrive pas à avoir le lien par rapport à ce que vous avez dit. Si vous pouvez préciser, ouais, elle demande juste administratif ou des questions d'ores et déjà sur les critères. Ah oui, non, il faut déjà apporter une réponse sur les critères quand on dépose le dossier au plus tard mi-avril. C'est-à-dire pour chaque critère, il faut avoir dit si on pense que la réponse est oui ou non. Après, on n'a pas forcément fini d'ajouter les preuves, ou on peut juste répondre non, mais j'ai un plan d'action pour mettre ça en place dans les 4 mois. Enfin voilà. En fait, c'est pas bloqué, c'est pas définitif les réponses de mi-avril. Ça nous donne l'image de l'établissement à la mi-avril, en fait. Donc, j'ai eu des réponses, a priori, vous aviez déjà répondu. Donc, j'ai Césaridis. Donc, si on veut candidater, c'est uniquement en début d'année. Oui, en fait, nous, on fait des phases d'appel à candidature. En fait, la raison, elle est très simple, elle est financière. C'est-à-dire que nous, c'est ce process annuel avec cette méthodologie d'accompagnement par lot des établissements et cette méthodologie d'audit où nos auditeurs tournent dans des départements à certains moments de l'année qui nous a permis en fait d'avoir un modèle économique qui fait que on est à l'équilibre et on peut avoir ces tarifs-là qui sont moins chers qu'un certain nombre d'autres labels pour justement qu'ils ne soient pas un frein à l'engagement des établissements. Donc, le dépôt de dossier, c'est entre mi-janvier et mi-avril. Alors, si exceptionnellement, il y a une demande très tardive, on a mis en place une procédure qui s'appelle une procédure de labellisation express. Je ne vous cache pas qu'on reçoit tellement de candidatures dans la période normale qu'on a même du mal à accepter des candidatures express en retard, hors délai. J'espère que l'année prochaine, on pourra le faire plus facilement. Cette année, on n'en a accepté que 3. Et ça peut nécessiter du coup le passage d'un auditeur qui serait un consultant indépendant et où ce sera un petit peu plus cher, mais auquel cas on prévient l'établissement avant de valider sa candidature hors délai. Très bien, merci. Donc, j'ai Erwan de l'Op Tourisme qui nous dit bonjour, d'autres filières seront-elles concernées par clé verte, lieu de visite ou activité de loisirs, par exemple? C'est une question très intéressante. Alors, en toute franchise, Green Key à l'international a une rubrique de labellisation qui s'appelle Animation et dans laquelle on va retrouver les sites de visite notamment. C'est une question qu'on se pose nous ici. Aujourd'hui, on n'est pas prêt. Mais ça pourrait être intéressant qu'on le soit pour 2023. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus parce qu'il n'y a aucune décision qui est arrêtée. On sait que ça nous intéresse, mais il faut qu'on ait une bonne capacité à accompagner. Et après, c'est toujours des enjeux voilà, de qualité et de ressources humaines. Et avec la croissance sur la partie hébergement et la volonté d'avancer sur la restauration, on veut pas faire n'importe quoi. Voilà. Alors, donc j'ai Isabelle, village de vacances Camboussel, qui demande bonjour, concernant les frais de participation, à quel moment doivent-ils être réglés? Alors, la facture en année hors Covid est envoyée en général au mois de mai. Et donc, c'est une facture réglable sous un mois. On a fait l'effort là sur 2020 et 2021 d'attendre la fin de la saison touristique pour envoyer la facture pour que les trésoreries aient pu être reconstituées. Voilà. Donc là, ces 2 années, on a fait fin août, mais l'année prochaine, on devra repasser sur mai. Très bien. Donc, j'ai une question de Jean qui demande est-ce que le label permet de remonter des indicateurs sectoriels ou géographiques? Alors, aujourd'hui, sur la page Mes indicateurs, ce n'est pas le cas, mais notre but à terme sur cette page, c'est que vous puissiez faire un benchmark de vos consos en eau et en énergie par rapport aux autres établissements de votre département ou région en moyenne ou par rapport aux autres campings de France en moyenne, voilà, que vous puissiez avoir ou d'hôtels, enfin voilà, d'autres établissements de la même catégorie que la vôtre, voilà, que vous puissiez avoir un certain nombre de comparatifs. Et après, cette rubrique, elle a vocation à grandir. Donc, on va poser la question des émissions de gaz à effet de serre aussi, la question des volumes de déchets. Mais tout ça, ça va être fait de façon progressive parce que nous, notre but, c'est toujours d'avoir les outils qui permettent d'accompagner les établissements. Ce n'est pas de balancer là un nouveau critère et où nos lauréats et les candidats seraient perdus sur la façon d'y répondre. Donc, sur l'évolution de cette catégorie, on va avoir à cœur d'être en capacité de fournir des outils.
Très bien. Alors, je vais faire il y a d'autres questions. Je vais en faire une dernière avant de passer au tourisme et on retournera à la fin à toutes ces questions parce qu'elles sont nombreuses et c'est vrai que je vois le temps passer. Et voilà, on essaiera d'y répondre à toutes. Et dans tous les cas, même si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, on y répondra dans un mail. En complément, ça sera ajouté au mail compte rendu. Ne vous inquiétez pas. Donc, la dernière question avant de passer et de prendre en compte bien sûr vos questions après, c'est donc, pardon, mais je ne suis pas sûre de comprendre la différence entre année de candidature et première année de labellisation. Oui, alors c'est parce que c'est notre vocabulaire, désolé, donc je vais réexpliquer. L'année de candidature, c'est l'année où un établissement dépose un dossier de candidature. Cette année-là, il est uniquement candidat au label Clé Verte. Il peut dire qu'il est candidat au label, mais il ne peut certainement pas utiliser le logo du label, il n'est pas labellisé, il n'est pas lauréat. La première année de labellisation, c'est l'année suivante, quand l'établissement est labellisé pour la première fois sur un an. Et là, on revient effectivement faire une visite d'audit cette première année de labellisation, au moment où il est lauréat. Voilà. Et après, on y retourne tous les 3 ans. Très bien, merci beaucoup Nathalie. Je vais laisser du coup la parole à Caroline Ramalho-Claon d'Aérotourisme qui nous va nous présenter un exemple en fait d'accompagnement au niveau départemental. Bonjour à tout le monde, bonjour à chacun et merci beaucoup au CRT d'organiser ce webinaire, ce séminaire, pour mettre en avant le label Clé Verte, le pourquoi, le comment, les partenariats. Voilà, donc si on remonte le temps, notre partenariat avec le label Clé Verte a été formalisé en 2009. Bon, il remonte un petit peu plus, mais la formalisation date de 2009 où on a signé une première convention de partenariat qui était une convention à la fois technique en direction des professionnels et financière en direction du label Clé Verte. En 2009, le département de l'Hérault a mis en place une évolution du règlement d'aide aux hébergements touristiques et aux restaurants, qui alors était en cours, ce qui n'est plus forcément le cas maintenant. Il y avait un bonus si la structure avait un label environnemental, et dans les faits, c'était toujours le label Clé Verte. C'est-à-dire qu'en plus de la subvention de base liée à son hébergement ou à son restaurant, le professionnel avait un bonus s'il était labellisé Clé Verte. À cette époque-là, en 2009, on avait 14 hébergements labellisés. On a eu une petite modification de la convention en 2013, qui était pas très significatif, pardon, mais nous sommes passés donc de 14 à 24 hébergements labellisés. En 2015 est intervenue la loi NOTRe avec les nouvelles répartitions des compétences territoriales, où les régions sont devenues chefs de file concernant l'activité économique. Donc, les aides départementales ont fortement chuté sur les entreprises, enfin, ont disparu sur les entreprises. Ça, c'était un peu une date clé. Ce qui fait qu'on a eu un petit peu de mal. En 2020-2021, Aérotourisme, face à la crise à laquelle les professionnels étaient confrontés, Aérotourisme a souhaité mettre en place un soutien volontaire vraiment important vis-à-vis des professionnels pour les aider à se sortir de ce marasme. Donc, on a engagé des investissements supplémentaires pour faire baisser les coûts de labellisation pour les professionnels, et nous avons amélioré l'accompagnement technique. Alors, en 2021, où en est-on? Les actions d'Aérotourisme en faveur de Clé Verte et des professionnels labellisés. Cette année, donc, nous avons mis en place un accompagnement, ce que je viens de dire là, sur 8 mois. On a recruté sous forme de stage et de CDD une personne qui a été destinée quasi exclusivement à l'accompagnement, à l'aide au dépôt dossier et toute l'aide pour accompagner les professionnels dans sa procédure de labellisation. Nous avons cette année 13 nouvelles candidatures
ce qui est pas rien. Ça peut paraître un petit chiffre, mais les critères sont quand même assez conséquents, puisque c'est un label qui est reconnu, mais qui n'est pas du greenwashing, comme l'expliquait Nathalie tout à l'heure. Donc forcément, derrière, il y a des choses qu'il faut prouver. Donc nous avons 13 nouvelles candidatures et nous avons en parallèle 70 structures qui sont engagées. C'est-à-dire, pour revenir un petit peu au process de candidature, quand Nathalie disait qu'on pouvait candidater en début d'année, de janvier à avril, si la personne ne se sent pas prête au 15 avril pour candidater, cette personne peut continuer à améliorer cette démarche environnementale au fil des mois et attendre pour candidater l'année suivante. Donc, c'est en ce sens-là qu'on dit qu'on a 70 personnes engagées cette année, c'est-à-dire engagées dans une démarche de progrès. C'est ce qui est le plus intéressant à mon sens dans la labellisation Clé Verte. C'est qu'il y a un accompagnement vraiment d'évolution des structures, que ce soit via la RSE, les choses beaucoup plus techniques, pour ensuite aboutir à une labellisation. Mais la labellisation, c'est vraiment le point d'orgue, l'objectif à bien sûr tenir, mais ce n'est pas non plus une obligation. On peut avoir des structures engagées qui tardent un petit peu à candidater s'ils n'ont pas trop le temps, pas la ressource humaine, voilà. On a mis en place une aide financière exceptionnelle. Érotourisme a donc augmenté son aide à destination des professionnels, enfin à destination, pour qu'elle ait un objectif de retombée directe sur les professionnels pour réduire donc les frais de labellisation. En termes d'aide financière, alors ce n'était pas spécifiquement ciblé sur Clé Verte. Il y a eu le Fonds de tourisme durable cette année lié au plan de relance. Mais dans les faits, nous avons ciblé quand même pas mal de professionnels Clé Verte. Forcément, ils étaient déjà un peu engagés, donc ils ont pu intégrer ce Fonds de tourisme durable. On a mis en place une formation au développement durable qui est un des critères impératifs de Clé Verte parce qu'on s'est rendu compte que ça faisait partie des critères que les professionnels avaient un petit peu de mal à remplir, à mettre en place, en particulier pour les petites structures. C'était un peu compliqué. Donc cette année, on a mis en place 2 sessions de formation pour 55 professionnels, dont 19 Clé Verte. Oui, ça n'était pas dédié uniquement qu'aux professionnels labellisés Clé Verte. C'était bien entendu ouvert à d'autres, mais il y en a eu une vingtaine donc qui ont pu en bénéficier. Et le contenu de la formation a été réalisé bien entendu en coordination avec Nathalie, avec une validation du contenu de la formation pour que ça puisse justifier de l'engagement dans le critère impératif. Nous mettons en place également un accompagnement collectif et individuel dans un contexte élargi pour les Clés Vertes et les non-Clés Vertes, un petit peu comme la formation dont je viens de vous parler à l'instant. C'est un accompagnement que Érotourisme finance et qui est réalisé par un bureau d'études spécialisé. Alors, dans la même vague, nous allons mettre en place, parce que c'est une action à venir d'ici la fin de l'année, voire début 2022, un éductour pour un échange de bonnes pratiques et une co-construction d'une boîte à outils développement durable, toujours avec ce bureau d'études spécialisé en environnement. Alors, il y a bien entendu des actions de communication. Comme le disait tout à l'heure Nathalie, nous avons témoigné à la cérémonie du palmarès 2021. L'an dernier, on avait accueilli ce palmarès. On a témoigné également lors des rencontres ADEME pour justement le Fonds de tourisme durable dont je viens de vous parler précédemment. Nous réalisons des posts Facebook, LinkedIn. Nous avons des newsletters pro. Donc voilà pour les actions de Érotourisme en faveur de Clé Verte. À l'inverse, les actions de Clé Verte en faveur des pros.
Alors là, la photo, vous voyez l'événement justement de l'an dernier qui s'est déroulé en Hérault, la remise des plaques des nouveaux lauréats et des renouvellements, c'est fait dans l'Hérault. Donc c'était une belle opération de communication puisqu'on avait eu une double page dans Midi Libre, en page centrale, une double page couleur. Ça a été une belle opération de communication. Clévert a organisé cette année 6 webinaires de sensibilisation au niveau national pour expliquer les critères, comment rentrer dedans, etc. Que vous pouvez trouver d'ailleurs sur le site pro de Clévert. Un accompagnement technique téléphonique rapproché pour les questions plus précises techniques. Une mise à disposition d'outils et de bonnes pratiques sur le site pro, ça je n'insiste pas puisque Nathalie l'a mentionné tout à l'heure, et une méthodologie d'amélioration continue, c'est aussi ce que j'expliquais, c'est-à-dire que le label est important parce que ça permet de taguer l'aboutissement d'une démarche environnementale. Mais le départ, c'est vraiment la démarche environnementale d'amélioration continue. C'est-à-dire que Clévert, en année 1, va mettre un objectif X et petit à petit va demander à la structure d'évoluer pour arriver à l'excellence. Ensuite, Clévert met en place des actions de communication sur le site grand public, relations presse, etc. Je n'y reviens pas puisque Nathalie aussi, tu en as parlé tout à l'heure. Les besoins, les pistes pour 2022, nous on souhaiterait analyser l'efficacité des nouvelles actions mises en place en 2020-2021 suite à la crise, voir un petit peu ce que ça donne, quels sont les retours, analyser la satisfaction des professionnels et les marges de progrès qu'ils suggéreraient. Nous souhaitons continuer à former, sensibiliser les professionnels comme on l'a fait cette année puisqu'on se rend compte que ça correspond vraiment à un besoin, à la fois d'autant plus sur ceux qui souhaitent se labelliser Clévert, également de manière plus générale. Nous souhaitons également former, aider à contribuer à former les techniciens et techniciennes des territoires, que ce soit via les grands sites de France, les parcs, les OT, les pays, voilà. Nous sommes sollicités par certaines structures territoriales justement pour venir intervenir et faire de la sensibilisation et de l'information sur le label. Nous souhaitons optimiser la communication numérique. Il y a des marges de progression à faire dans ce sens-là. Créer des outils de communication sur les bonnes pratiques. Ces actions-là se combineraient avec des actions de notre futur schéma de développement touristique, puisque l'Hérault en 2022 va refondre son schéma. Là, on est en préparation. Donc, et va bien entendu s'orienter de manière très volontaire sur le développement durable, sur le tourisme responsable. Donc, on souhaiterait également mettre des outils de communication à disposition. Des fiches, que ce soit des vidéos, des témoignages, des nudges. Important, les nudges, pour ne pas communiquer de manière toujours négative, mais incitative, avec des motivations, comme par exemple le petit crowbar au-dessus des prises des interrupteurs pour signifier aux gens que c'est pas rien de penser à éteindre une pièce quand on en sort. C'est autant de CO2 qui part pas dans l'espace, hein, même si on n'y pense pas forcément spontanément quand on éteint la lumière. Et un autre petit exemple spécifique à l'Hérault, ce qu'on appelle les poissons gloutons. Le département a sollicité un créateur pour mettre en place ces réceptacles pour les plastiques sur les plages. Donc, ça fonctionne très très bien pour éviter d'avoir des plastiques qui s'envolent partout et qui polluent les plages, les mers, etc. Donc ça fait partie des actions type nudge à mettre en place. On souhaiterait également mettre en place des incitations pour les visiteurs.
Ensuite, identifier les besoins des pros en termes d'investissement responsable. Je vous ai parlé tout à l'heure du fonds tourisme durable qui cible des investissements qui sont très ciblés sur des actions très particulières. Et on aurait besoin d'identifier de manière plus générale quels sont les besoins des pros pour amener leur structure beaucoup plus rapidement vers la transition écologique. Voilà, j'en ai terminé. Donc, si vous avez des questions, je suis disponible. Alors, merci beaucoup, Caroline. Effectivement, je vous invite à poser vos questions dans le petit encadré Q&R. Donc, en attendant qu'on ait des questions directement pour Caroline, je propose de répondre à quelques questions qui étaient tout à l'heure pour Nathalie avant de laisser la parole à Damien Massard du camping des Cerisiers du Jord. Donc, j'ai une question de Sabine Derriotor qui souhaite savoir s'il y a des labels existants qui vont plus rapidement que d'autres au label Clé Verte, car les référentiels existants s'en rapprochent. Non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de label. Alors après, il y a des établissements qui ont l'écolabel européen qui demandent Clé Verte, d'autres qui ont Clé Verte qui demandent l'écolabel européen. Forcément, il y a beaucoup de choses pour lesquelles on a les mêmes attentes. Donc mais là, on est vraiment sur des choses très parallèles. Il n'y a que quelques établissements qui sont intéressés à faire doublon. Mais sur les autres démarches, c'est évident que sur des démarches de qualité qui existent aujourd'hui, il va y avoir quelques critères qui vont ressembler à des critères du label Clé Verte, mais on ne sera pas dans plus de 10% des critères, à mon avis, qui seront satisfaits. De la même façon que le renforcement des questions environnementales dans certains classements Atout France, qui est en cours et c'est très intéressant, c'est quelque chose de positif, mais ça va pas... Voilà, ce sera des choses, si des choses sont faites, on le prendra en compte, clairement, pour le label Clé Verte, mais on ne peut pas dire que ça aidera vraiment déjà à faire un grand pas en avant pour la démarche Clé Verte. Alors, du coup, j'ai Stéphanie Piarel qui souhaite savoir comment peut-on savoir quel est l'impact et le retour sur investissement que cela nous permet d'avoir. Quid du tarif pour un meublé de tourisme? Alors ça a été évoqué, il me semble, tout à l'heure. Donc, vous retrouverez, madame, les tarifs pour les meublés de tourisme dans le PowerPoint qui sera diffusé à l'ensemble des participants. Et comment obtenir les critères rédhibitoires, les critères... Alors, tous les critères sont sur la plateforme. Si vous allez sur le site lacleverte.org, il y a un bouton site professionnel. Et là, il y a comment être candidat. On peut télécharger tous les critères, les pièces jointes obligatoires. Il y a vraiment accès à tout. Juste une petite information que je n'ai pas passée tout à l'heure pour ne pas compliquer le discours. Mais en 2022, on est bien dans une année où on a une évolution des critères. Donc, par rapport aux grilles que vous pourriez télécharger là aujourd'hui, en 2022, il y aura quelques petits changements. Pour les hébergements, ce n'est pas très lourd. Pour les restaurants, en revanche, je vous en ai parlé, c'est des évolutions qui sont un petit peu plus importantes. Très bien. Et juste du coup, par rapport à la première partie de la question, sur l'impact et le retour sur investissement. Après, il faut le faire poste par poste. J'ai parlé de l'eau tout à l'heure. C'est de l'énergie. Si on met en place un double vitrage, ça coûtera cher, mais il y aura un vrai retour sur les consommations en énergie. Donc, j'ai pas de consommation, de données globales en fait, consolidées, pardon, pas de consommation à vous transmettre. Désolée. Ensuite, Julie Solignac qui souhaite savoir, peut-on disposer d'une liste de tous les labellisés de l'Hérault? Alors, donc ça, c'est plutôt pour Caroline, sans avoir à passer par la recherche par le site. L'idée étant de faire un inventaire des labellisés par destination et multi-activités. Alors, concernant l'Hérault, sur le site pro de l'Hérault, vous trouverez chaque année la liste des établissements labellisés dans l'Hérault, sur notre site pro d'Hérault-Tourisme. Non, parce que la question de cette personne, c'est d'avoir cette liste sans avoir passé par le site. Mais du coup, a priori, ça se trouve que sur le site, cette information-là. Mais ce n'est pas sur le site Clé Verte. Là, je parle du site pro Hérault-Tourisme. Ce n'est pas sur le site grand public Clé Verte. Ou par ailleurs, effectivement, on peut trouver les établissements également en sélectionnant le département Hérault et où ça sort des fiches de chaque structure. Mais nous, sur le site pro d'Hérault-Tourisme, on trouve une liste des établissements en cours pour l'année en cours. Peut-on labelliser un OT? Non. On ne fait pas de labellisation dotée au niveau de la Clé Verte. Merci. Donc, avant, voilà, il reste quelques questions, je ne les oublie pas, mais je vais laisser la parole à Damien Massard du camping des Cerisiers du Jord pour nous faire part justement de son expérience en tant que labellisé.
Bien, bonjour à toutes et à tous, merci. Donc, labellisé depuis quelques années, effectivement, parce que nous, on est arrivé, donc on est situé dans l'arrière-pays de l'Hérault, à Saint-Pons-de-Thomières. On a repris un camping municipal en 2007 et on a dû faire notre dépôt de candidature en 2008 et obtenu le label en 2009. Donc, ça fait effectivement quelques années. À la base, on était déjà concerné par tout ce qui était écologie, etc. Mais vu notre situation géographique, on s'est dit que c'était aussi d'une importance capitale pour nos clients et qu'il fallait qu'on trouve des solutions pour le mettre en avant. Donc, on a candidaté au niveau de Clé Verte dans un premier temps pour la communication et on y est resté pour bien d'autres sujets. Parce que la communication n'est pas forcément le premier attrait, c'est plus tout ce qui est autour et tout ce que ça peut nous amener autour qui nous a fait rester chez Clé Verte depuis toutes ces années. Comme je disais, l'écologie et l'environnement, ça a toujours été important pour nous, donc on travaillait dans ce sens-là. Mais en arrivant dans le monde du camping, parce qu'on n'y était pas avant, on ne savait pas forcément vers quoi se tourner, vers où s'orienter. Donc, Clé Verte nous a aidés aussi sur tous ces sujets-là, parce que les critères impératifs à respecter, ça nous aide aussi, nous, dans nos recherches, dans ce qu'on doit améliorer. Et après, tous les critères complémentaires viennent encore bonifier tout ça. Et le fait d'année en année de remplir les dossiers systématiquement, ça peut être rébarbatif, mais ça nous force à nous remettre en question en permanence. Et c'est vrai que si on a tendance à se dire de temps en temps, oublier un petit peu tout ça, ça nous recadre, ça nous remet dans le droit chemin. Parce qu'on peut être dévié vers plein d'autres sujets en permanence. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est très intéressant. Et on s'était approché aussi de l'écolabel européen et on a eu le sentiment qu'on allait être plus encadré, plus aidé au niveau de Clé Verte. Pour nous, ça a été vraiment, vraiment intéressant parce qu'il y a un vrai accompagnement et il se développe encore plus depuis quelques années, parce que dès le départ, on demandait à avoir des conseils, des astuces, des bons plans, etc. Au début, ce n'était pas trop possible. Maintenant, ça le devient, apparemment, par la newsletter qu'on doit recevoir. Donc, ça, on attend ça avec impatience. Et je crois qu'on ne doit pas être les seuls. Et c'est vrai qu'il y a des bons plans pour faire des choses qui vont être bénéfiques pour l'environnement à moindre coût. Et en les communiquant, Clé Verte, c'est l'interlocuteur idéal pour donner les filons des uns vers les autres, sans forcément adresser un fournisseur spécifique, mais en donnant les techniques, en donnant des informations. On a toujours été demandeur de ça, ça arrive, c'est très bien, c'est vraiment une très bonne chose. Si la communication vient à se développer en plus et à être quelque chose qui nous amène de nouveaux clients, ça sera encore mieux. Mais encore une fois, nous, on y est resté depuis toutes ces années sans que ça soit forcément effectif et on ne le regrette pas parce que c'est un échange qui est constructif. Et pour ceux qui se posent des questions sur la difficulté, les critères impératifs, etc., faut se rassurer, il n'y a rien d'insurmontable. Nous, on l'a fait alors qu'on n'était pas du monde du camping. Moi, je viens de la grande distribution à la base. On est arrivé, on a eu le label relativement rapidement. Après, sinon, ça peut être progressif, mais on est aidé, on est encadré. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Donc, il ne faut pas hésiter, il faut tenter sa chance. Merci, Monsieur Bassard. Donc, j'ai une question de Loussa Pont-les-Bains qui souhaitait avoir des précisions. Alors, moi, il me semble que ça avait été expliqué après, sur, comme vous dites, on est venu pour la communication, on est resté pour tout ce qu'il y avait à côté. Moi, si j'ai bien compris, c'était cet encadrement, cet accompagnement, c'est aussi un outil de gestion. C'est tout ce que ça… Voilà, peut-être redire à la personne concrètement, s'il vous plaît.
c'est un outil de gestion, effectivement, dans la mesure où tout ce qui est consommation d'eau, consommation électrique, il faut les relever tous les mois. C'est quelque chose qu'on ne fait pas forcément naturellement. Là, on doit le faire pour Clévert. Donc, quitte à le faire, bah, autant faire attention et autant l'analyser. Quand on se rend compte, nous étant fermés l'hiver, qu'on a une consommation d'eau anormale sur l'hiver, bah, c'est qu'il y a une fuite derrière. Résultat, ça nous force à réagir par rapport à ça. Derrière, on retrouve plus vite nos problèmes de consommation anormale. Résultat, ça nous déclenche des économies. C'est un point qui est positif. Il y a un accompagnement, effectivement. Et quand on arrive à certains moments où des critères impératifs ne sont pas forcément levés, on est contacté, on essaie d'avancer pour trouver des solutions pour obtenir ces critères impératifs. Même encore maintenant, nous, ça nous arrive d'avoir des critères impératifs pas respectés ou plus respectés. On cherche des solutions ensemble pour avancer. Et c'est vrai qu'on est appelé. Alors, est-ce que c'est parce que ça fait 13 ans qu'on y est, qu'on est appelé? Non, je ne pense pas. Je crois que tout le monde est traité de la même façon et c'est constructif. Lors de la visite triennale, la personne qui est là est effectivement là pour vérifier les choses, mais elle est de plus en plus au fil des années. Les auditeurs sont de plus en plus là aussi pour nous conseiller, pour nous donner des idées, ils sont là, ils observent, ils voient aussi certaines choses auxquelles nous on ne voit plus forcément parce qu'on est dedans. Et tous ces conseils-là sont vraiment intéressants et ça permet d'avancer. On avance ensemble. Et c'est ce qu'on avait un petit peu peur sur l'écolabel européen, où on était pris dans une machine à une autre échelle. Alors que là, on reste au niveau national. On arrive à mieux communiquer et à plus avancer ensemble. C'est notre sentiment à nous. C'est peut-être pas le cas de tous, mais il y a une discussion. On essaie d'avancer et l'objectif, c'est de rester un lauréat Clévert. Donc, on est conseillé. Après, à nous d'agir aussi. Les coûts, en général, on trouve des solutions pour que les coûts ne soient pas rédhibitoires. On a pris l'exemple tout à l'heure des fenêtres double vitrage. Oui, là, c'est un coût qui est énorme, mais pour tout un tas d'autres choses, on a des solutions qui sont minimes en termes de coûts. Et quand on calcule le rapport entre l'investissement et le retour sur investissement, au final, pour la plupart des choses, on finit par faire des économies. L'exemple des douches, c'est évident. Surtout quand on voit le prix de l'eau et la façon dont ça augmente, on a tout intérêt à le gérer et à le gérer de la meilleure des façons. Donc les douches, c'est une chose. Il n'y a pas de fuite sur nos réseaux pour les campings ou même pour les hôtels, goutte à goutte. C'est une consommation d'eau qui est énorme au final sur le bilan annuel. Donc tout ça fait qu'il y a une entraide. J'ai l'impression qu'on avance ensemble. Merci. Alors, juste pour répondre à cette question, la question de ce monsieur qui évoquait juste avant aussi par rapport à la communication. Alors, il parlait d'un budget com, je ne sais pas si c'est adressé au CRT ou je ne sais pas trop, mais juste pour répondre par rapport au CRT, nous, voilà, ça va être dans notre politique, vu que on est sur le développement du tourisme durable, de mettre en avant que ce soit les destinations ou les professionnels qui sont justement marqués, qualifiés avec des qualifications de tourisme durable. Donc, ça va être fait sur nos supports de communication, à savoir donc, sur la nouvelle plateforme du CRT. Donc, voilà, déjà en termes… Alors, un budget, je ne peux pas vous dire au niveau du CRT en tout cas, mais voilà, c'est dans nos objectifs de mettre en avant ceux qui vont vers un tourisme plus durable. Je ne sais pas si je réponds juste rapidement pour Clévert. Voilà. Nous, on cherche toutes les actions de communication
qui ne coûtent pas trop cher pour pas augmenter les tarifs. Donc, quand on peut discuter avec des territoires qui ont voilà, la bonne idée comme l'Occitanie de valoriser l'établissement, c'est parfait. Quand le Salon Atlantica nous invite parce qu'ils font un hall développement durable pour 3 jours, et ben on y va. Si le 7 à Montpellier nous invite, et ben on ira également. Voilà, on est vraiment en recherche de toutes ces actions de com et aussi ce que je vous disais de travailler avec des plateformes qui mettent en avant les établissements. Voilà. Et donc, on est clairement dans un prisme d'action peu onéreuse, essayer de trouver tous les bons plans parce que la com, ça coûte extrêmement cher et on n'a pas envie de doubler les tarifs du label, clairement. J'ai une question de Muriel Pellissier qui souhaite savoir, l'HVE est-elle prise en compte ou seulement le bio? On est en cours de discussion avec Green Key pour que dans l'évolution des critères de l'année prochaine, on puisse avoir la HVE qui soit reconnue également sur les pourcentages d'achats durables qui sont demandés en matière d'alimentation. Ensuite, j'ai les craintes de la cité, Carcassonne, qui souhaite savoir, le label est-il compatible avec des installations bien-être, style piscine chauffée, spa, sauna? On a des critères effectivement qui concernent le fait de chauffer ou pas la piscine et si elle est chauffée, est-ce qu'elle est couverte, qu'est-ce qu'on met dessus. Enfin, on a clairement des critères que vous pourrez retrouver dans les grilles qui expliquent nos attentes par rapport à ça. À nouveau, le label Clé Verte, comme d'autres labels de développement durable, il peut y avoir une crainte sur le fait qu'on ne puisse pas avoir un certain niveau de qualité de prestation. Ce n'est pas le cas. Nous, dans nos labellisés, on a des 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles en hôtellerie, aussi en camping. Et donc, on peut avoir vraiment tout niveau de gamme. On peut avoir des installations effectivement aquatiques. En revanche, il faut contrôler, il faut bien gérer ça. Voilà. Et donc, on a des critères qui amènent à la bonne gestion de ces installations. On ne bannit pas certains établissements. Aujourd'hui, en revanche, on bannit le fait de ne pas bien gérer les choses. Voilà. Pour aller dans le sens de ce que tu dis, Nathalie, dans les investissements financés par le Fonds Tourisme Durable, par exemple, tu donnais l'exemple d'une bâche pour couvrir la piscine, ça fait partie des investissements qui sont finançables dans le cadre du Fonds Tourisme Durable. Donc, effectivement, il y a des équipements qui sont peut-être moins verts, entre guillemets, que d'autres, mais il y a des solutions pour éviter que ça devienne des gouffres énergétiques ou des gouffres en termes d'eau. Il y a des solutions et en particulier dans le Fonds Tourisme Durable, on peut trouver des solutions. À ce sujet, j'indique aux professionnels de l'Hérault ou aux structures de l'Hérault que Aérotourisme est relais pour l'attribution du Fonds Tourisme Durable avec les partenaires que sont le parc naturel régional du Languedoc et le pays Cœur d'Hérault. On a déposé une candidature à 3 et donc les personnes qui souhaitent savoir quelles sont les subventions, enfin, sur quels critères se basent les subventions, pour quelles actions, vous pouvez nous contacter. Étant entendu qu'il y a un zonage qui comprend pas toutes les communes, mais une bonne partie des communes de l'Hérault, et certains codes NAF, en particulier les codes NAF des entreprises. Je ne peux pas les détailler parce qu'il y en a toute une liste. Mais il y a des investissements sur ce type de services et sur d'autres, bien entendu, pas que sur ça. Mais je profitais de l'exemple de la bâche de la piscine, par exemple, pour le signaler. Donc, j'ai Pierre Covassi qui souhaite savoir, pour le gestionnaire de camping, a-t-il des retours positifs, donc pour M. Damien Massard, des retours positifs des clients par rapport à son engagement? Oui, globalement, bien sûr. Après, certains clients ne le remarquent pas. Après, nous, on a un guide d'accueil au niveau des campings sur lequel il y a au moins une double page qui est consacrée à Clé Verte et à notre engagement par rapport à l'environnement. Donc, Clé Verte y est mentionné. Donc là, on a des retours sur certains clients. Ce n'est pas forcément le cas de tous, mais voilà. Après, pour certains clients, à partir du moment où ils viennent dans l'arrière-pays, c'est normal qu'on ait un attachement plus important pour l'environnement. Après, c'est vraiment variable en fonction des clients. Et pour reprendre l'exemple de la piscine,
où on est directement concerné, nous, parce qu'on a une piscine qui a une forme, c'est que des ronds imbriqués les uns dans les autres, donc bâcher, c'est impossible. Enfin, c'est possible, mais ça nous demanderait 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi. Et pisciniste nous a dit, moi je veux bien vous vendre les bâches, mais vous allez le faire 1 mois et après vous allez arrêter, donc c'est pas la peine. La piscine est malgré tout chauffée parce qu'on est en 4 étoiles et pour les clients, ça faisait partie des critères qui étaient devenus indispensables. Donc, on a fini par chauffer la piscine. Par contre, on a mis une bonne pompe à chaleur sur lesquelles on a des ratios de consommation qui sont intéressants. On chauffe quand c'est vraiment nécessaire et pas au-delà et pas avant pour limiter nos consommations également, pour rester dans les clous de la logique et de ne pas surconsommer non plus. En fait, c'est la plupart du temps, ce sont des questions de bon sens. Tout à fait. J'ai une question d'Erwan de l'Hôte Tourisme qui souhaite savoir les établissements marqués attestent-ils d'une meilleure fréquentation grâce à Clé Verte? Alors, moi, je dis toujours qu'on n'est pas une agence commerciale au niveau de Clé Verte. Et il y a des établissements qui vont clairement revendiquer leur labellisation, ils vont en faire un argument de positionnement. Il y en a d'autres, pas du tout. Donc, en fait, ça dépend complètement de la façon dont les établissements s'en emparent. Je peux vous dire qu'en tout cas, à Paris, un des hôtels qui a les meilleurs taux de remplissage de Paris, c'est un labellisier qui communique très bien dessus. Et d'ailleurs, à chaque fois que je le conseille, les gens me disent c'est pas possible, il est plein. Mais parce que voilà, lui, c'est dans son positionnement commercial de communication et du coup, il l'utilise vraiment pour ça. Il y en a d'autres qui nous disent qu'ils ont mis en place la labellisation plus parce que pour eux, c'était un guide méthodologique, en fait, pour avancer vers le développement durable. Mais qu'en termes de positionnement de communication, ils souhaitaient être autrement. Ils souhaitaient s'engager autrement vis-à-vis de la clientèle. Et voilà. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas facile de vous répondre sur cette question également. Mais vous verrez sur la page parole de lauréat du label Clé Verte, il y a des établissements qui témoignent dans ce sens et d'autres non. Voilà, il y a les deux. Et ça peut être un mix entre les deux également. Alors, j'ai une dernière question de Bureau TP. Est-ce que le CRT pourra proposer des ateliers de préparation à l'obtention du label, comme c'est le cas pour la marque Qualité Tourisme Occitanie Sud de France? Alors, ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, c'est justement plutôt un exemple d'accompagnement au niveau départemental. C'est-à-dire que c'est un partenariat qui a été mis en place entre Hérotourisme et Clé Verte. Est-ce que ce type de partenariat est envisagé à l'heure actuelle? Je ne sais pas. D'autant plus que ça prend du temps au niveau du CRT, qu'on a plusieurs actions à développer. Mais ça peut être mis en place, comme ça l'a été fait pour Hérotourisme, au niveau départemental. Je sais qu'il y avait certains ZDT, CDT qui étaient présents aujourd'hui. Donc voilà, c'est une possibilité, voilà, ça peut être mis en place à différents niveaux. C'est pour ça qu'on vous a présenté aujourd'hui l'exemple d'Hérotourisme. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, a priori, on a réussi finalement dans les temps à répondre à toutes les questions. Alors, pour information, voilà, donc le replay du webinaire vous sera envoyé courant de la semaine prochaine, normalement, avec du coup tous les supports présentés. Donc, dans ces supports, hein, bien sûr, il me semble qu'il y avait les contacts, hein, si vous avez des questions complémentaires à poser. N'oubliez surtout pas aussi d'aller sur le site de la Clé Verte, parce que c'est aussi la meilleure vitrine des vitrines pour répondre à toutes vos questions sur les critères, sur les paroles de lauréat, etc. Je vois que oui, donc je vous remercie en tout cas à tous pour votre participation. Merci Caroline Ramaloclan, merci Nathalie Belbossan et merci Damien Massard pour vos interventions et pour vos réponses aux questions qui étaient nombreuses. Et moi, je voulais en profiter, si je peux me permettre, pour remercier Marion Saint-Martin, cette organisation, parce qu'effectivement, ça roule toujours très, très bien et on a besoin effectivement d'avoir ces temps d'échange avec vous. Et merci Marion pour cette organisation parfaite qui a permis à tout le monde de s'exprimer et de faire un peu un tour du sujet. Et c'est peut-être un premier tour du sujet. S'il y a besoin de recommencer, on y reviendra. Et je voulais vous signaler que ce sujet de la qualification qui est très important, puisque à travers la qualification et les démarches de qualification, on poursuit à la fois la recherche d'outils de gestion environnementaux et en même temps d'outils de repères pour les publics, les visiteurs, les habitants, sera traité dans le cadre des rencontres Convergence
qui sont le grand rendez-vous annuel du tourisme en Occitanie et qui se tiendront les 9 et 10 novembre à la Grande Motte et auxquels vous êtes tous conviés. Voilà. Merci en tout cas. Merci au CRT de cette initiative. Merci beaucoup pour l'invitation.